Le brouillard matinal s'accrochait aux façades noircies de la rue Malpertuis, cette artère étroite et sinueuse du vieux quartier où les immeubles haussmanniens dressaient leurs silhouettes austères contre le ciel plombé. Dans cette rue maudite, tous les habitants savaient qu'il ne fallait jamais, au grand jamais, accepter une livraison destinée au 5e étage du numéro 13. Les livreurs, expérimentés, transmettaient cette règle non écrite aux nouveaux, comme un secret de confrérie, un savoir qui pouvait sauver des vies. Marcel Gribouin, coursier depuis 15 ans pour la société 12 Dames et Fils, serrait nerveusement le volant de sa camionnette en remontant cette rue qu'il connaissait par cœur. Aujourd'hui, malgré tous ses efforts pour l'éviter, il avait reçu cette commande fatidique. Une livraison pour Mademoiselle C, 5e étage, appartement 13B. Son patron, le vieux 12 Dames, avait insisté personnellement, menaçant de le renvoyer s'il refusait encore. Le numéro 13 se dressait devant lui, plus imposant que jamais. L'immeuble de 6 étages, construit vers 1870, portait sur sa façade les stigmates du temps, pierres rongées par la pollution, balcons de fer forgés rouillés, fenêtres aux vitres opaques comme des yeux morts. Une plaque de marbre noir, fêlée en son milieu, portait encore les traces d'une inscription presque effacée. Résidence Cassave, 1873. Marcel gara sa camionnette et sortit le colis. Un simple paquet rectangulaire, étonnamment léger, enveloppé dans un papier brun qui semblait absorber la lumière plutôt que la réfléchir. L'adresse était calligraphiée à l'encre noire, d'une écriture élégante mais désuète. Mademoiselle Clarimonde, 5e étage, appartement B. Il poussa la lourde porte d'entrée qui grinça sur ses gonds centenaires. Le hall d'entrée baignait dans une pénombre verdâtre, éclairée par une unique ampoule qui clignotait faiblement. Des boîtes aux lettres en cuivre terni s'alignaient sur le mur de gauche, certaines portant des noms gravés, d'autres complètement vides. L'ascenseur, une cage de fer forgée d'époque, était en panne depuis des années, selon l'écriteau jauni qui pendait à sa grille. Marcel se résigna à emprunter l'escalier de marbre, dont les marches usées portaient les traces de milliers de pas. La rampe de fer, polie par les mains, était glacée sous sa paume, malgré la chaleur étouffante de ce mois de juillet. Au premier étage, une odeur douceâtre de fleurs fanées flottait sur le palier. Les portes d'acajou sombres portèrent des numéros en bronze ternis. Un A, un B, un C. Derrière la porte B, Marcel crut entendre le bruit feutré d'un piano, une mélodie mélancolique qu'il n'arrivait pas à identifier. Le deuxième étage dégageait une atmosphère différente, plus lourde, chargée d'effluves d'encens et de cierges. Sur le palier, des traces de cire séchée maculent le sol de marbre, comme si des processions funèbres avaient régulièrement emprunté ces lieux. La porte 2B était entr'ouverte, laissant échapper une lueur rougeâtre et le murmure lointain d'une prière en latin. Au troisième étage, Marcel s'arrêta pour reprendre son souffle. L'air se raréfiait, devenait plus dense, presque palpable. Les murs suintaient d'humidité malgré la sécheresse extérieure, et des taches sombres s'étalaient sur le papier peint décoloré. Une forte odeur de moisi et de quelque chose d'indéfinissable, d'organique, lui fit froncer le nez. La montée vers le 4e étage se révéla plus difficile encore. Ses jambes pesaient comme du plomb, et son cœur battait la chamade sans raison apparente. Le colis dans ses mains,
semblait s'alourdir à chaque marche, vibrant presque imperceptiblement, comme s'il contenait quelque chose de vivant. Arrivé au 4e palier, Marcel dut s'appuyer contre le mur pour ne pas chanceler. Une nausée le prit, accompagnée d'un vertige qui lui fit tourner la tête. Les numéros des appartements dansaient devant ses yeux. 4A, 4B, 4C. Mais quelque chose clochait dans cette séquence logique. Il cligna des yeux plusieurs fois avant de réaliser l'impossible. Il n'y avait pas de porte 4B. À sa place, un mur aveugle de pierre nue, comme si l'appartement n'avait jamais existé, ou comme s'il avait été muré de l'intérieur, les occupants scellés vivants dans leur demeure. Marcel secoua la tête, tentant de chasser ses pensées morbides. Il devait se concentrer sur sa mission, livrer ce maudit colis au 5e étage et repartir au plus vite. Mais quelque chose dans l'atmosphère de cet immeuble réveillait en lui des peurs ancestrales, des terreurs primitives qu'il ne savait nommer. L'escalier menant au 5e étage était plus étroit que les autres, comme si l'architecture elle-même cherchait à décourager les visiteurs. Les marches de marbre avaient cédé la place à de simples planches de bois qui grinçaient sinistrement sous ses pas. L'éclairage se faisait plus chiche, réduit à de rares appliques aux ampoules vacillantes. À mi-chemin de cette ultime ascension, Marcel s'arrêta net. Une voix féminine, douce et mélodieuse, descendait d'en haut, fredonnant une berceuse qu'il avait l'impression de connaître. Cette mélodie réveillait en lui des souvenirs d'enfance, des images floues d'une femme en robe blanche qui se penchait sur son berceau. Plus il s'élevait, plus la voix devenait distincte, plus l'air se chargeait d'un parfum entêtant de roses blanches et d'ambre. Ses pas ralentirent malgré lui, comme s'il marchait dans un rêve, éveillé. Le colis dans ses mains pulsait maintenant nettement, en rythme avec les battements de son cœur. Enfin, il atteignit le 5e étage. Le palier était plongé dans une pénombre rougeâtre, éclairé par une unique chandelle plantée dans un chandelier d'argent noirci. L'air était si épais qu'il semblait presque liquide, chargé d'effluves hypnotiques qui engourdissaient ses sens. 3 portes se dressaient devant lui, 5A, 5B et 5C. Mais contrairement aux autres étages, ces portes n'étaient pas en bois sombre. Elles semblaient taillées dans une matière nacrée, presque translucide, qui luisait faiblement dans l'obscurité. Des veines dorées couraient sur leur surface, formant des motifs complexes qui semblaient bouger dans la lumière vacillante. Marcel s'approcha de la porte 5B, celle indiquée sur l'adresse. Pas de sonnette, pas de heurtoir, juste une surface lisse et froide qui semblait absorber la chaleur de sa main lorsqu'il la posa dessus. Le contact lui envoya un frisson glacé dans tout le corps, et il eut la sensation troublante que quelque chose de l'autre côté répondait à son toucher. Il leva le poing pour frapper, mais avant qu'il ne puisse achever son geste, la porte s'entr'ouvrit silencieusement. Une bouffée d'air parfumé s'échappa de l'appartement, mélange capiteux de roses de fanées, d'encens et de quelque chose de plus troublant, de plus animal. Dans l'entrebâillement, Marcel ne distinguait qu'une obscurité veloutée, ponctuée de reflets dorés. « Entrez donc, monsieur Gribouin », murmura une voix de femme, douce comme du miel et froide comme la pierre tombale. « Je vous attendais. » Marcel faillit lâcher le colis. Comment cette femme connaissait-elle son nom?
Il n'avait jamais livré à cette adresse auparavant. Il en était certain. Pourtant, cette voix lui semblait étrangement familière, comme un écho lointain de ses rêves les plus secrets. J'ai un colis pour mademoiselle Clarimonde, balbutia-t-il, la gorge sèche. Je peux le laisser ici, si vous voulez. Un rire cristallin s'éleva de l'obscurité, un son si beau et si terrifiant à la fois qu'il lui donna la chair de poule. « Oh non, mon cher Marcel, vous devez entrer. Il serait si impoli de faire attendre une dame. » Malgré toute sa volonté, Marcel se sentit avancer vers la porte. Ses jambes bougeaient d'elles-mêmes, comme mues par une force invisible. Le colis dans ses mains vibrait maintenant violemment, dégageant une chaleur qui traversait l'emballage et lui brûlait les paumes. Il franchit le seuil et la porte se referma derrière lui avec un déclic définitif. L'appartement était plongé dans une semi-obscurité dorée, éclairée par d'innombrables bougies disposées dans des chandeliers d'argent et de cristal. Les murs étaient tapissés de soie rouge sang, ornés de tableaux au cadre doré qui semblaient représenter des scènes de l'Antiquité. Au centre de la pièce principale, une femme d'une beauté surnaturelle était assise dans un fauteuil de velours noir. Sa peau était d'une pâleur nacrée, ses cheveux d'un noir de jais cascadaient sur ses épaules nues. Elle portait une robe de soie blanche qui semblait tissée de lumière lunaire, et ses yeux verts brillaient comme des émeraudes dans la pénombre. « Approchez-vous » dit-elle d'une voix qui résonna dans tout son être. « N'ayez pas peur, Marcel, nous nous connaissons depuis si longtemps. » Marcel sentait ses jambes flageoler. Cette femme était d'une beauté si parfaite qu'elle en devenait effrayante, comme si la nature humaine ne pouvait pas contenir tant de perfection. Et ses yeux qui semblaient lire directement dans son âme, y déchiffrer tous ses secrets les plus intimes. « Qui êtes-vous » murmura-t-il, serrant le colis contre sa poitrine comme un bouclier dérisoire. Elle se leva avec une grâce féline, chacun de ses mouvements d'une élégance hypnotique. « Je suis Clarimonde, bien sûr, celle pour qui vous avez apporté ce présent si précieux. » En s'approchant, Marcel remarqua que ses pieds ne semblaient pas toucher le sol. Elle glissait plutôt qu'elle ne marchait, ses cheveux flottant autour d'elle, comme portés par une brise invisible. Une odeur enivrante émanait de sa personne, un parfum de rose blanche mêlé à quelque chose de plus troublant, de plus primitif. « Le colis, dit-elle, en tendant ses mains aux ongles nacrés. « Donnez-le-moi, vous avez fait un si long voyage pour me l'apporter. » Marcel regarda l'objet dans ses mains. L'emballage brun s'était transformé en un tissu soyeux de couleur pourpre, orné de broderies dorées qui formaient des symboles qu'il ne reconnaissait pas. Le paquet pulsait maintenant, comme un cœur, dégageant une chaleur qui se propageait dans tout son corps. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il, hypnotisé par les motifs mouvants sur l'étoffe. Clarimonde sourit, révélant des dents d'une blancheur parfaite. « Un cadeau, mon cher Marcel, un cadeau très spécial que j'attendais depuis si longtemps. » Elle posa ses mains sur les siennes, et Marcel sentit un froid glacial l'envahir. Les doigts de la femme étaient comme de la glace, mais d'une douceur exquise qui lui fit oublier instantanément le malaise qu'il ressentait. Sous son toucher, le colis sembla s'animer davantage, vibrant de plus en plus fort. « Vous ne devriez pas être ici », dit soudain une voix derrière lui. Marcel se retourna brusquement et découvrit un homme
âgé, vêtu d'un costume noir d'une coupe démodée. Ses cheveux blancs étaient soigneusement peignés et ses yeux sombres brillaient d'une intelligence perçante. Il tenait à la main une canne à pommeau d'argent et semblait matérialisé de nulle part. « Père Eucre », murmura Clarimonde, et pour la première fois, une note d'irritation perça dans sa voix mélodieuse. « Vous arrivez bien mal à propos. » Le vieil homme s'avança, ignorant le regard furieux de la femme. « Monsieur Gribouin, vous devez partir immédiatement. Cet endroit n'est pas fait pour les vivants. » Marcel cligna des yeux, comme s'il émergeait d'un rêve. Les vivants ? Ne l'écoutez pas, susurra Clarimonde en resserrant son étreinte sur ses mains. Le père Eucre est un vieil homme amer qui ne comprend pas la beauté de l'éternité. Restez avec moi, Marcel. Je vous offre tant plus que cette existence misérable de coursier. Le vieil homme leva sa canne et traça dans l'air un signe que Marcel ne reconnut pas. Aussitôt, l'atmosphère de l'appartement se modifia. Les bougies vacillèrent, projetant des ombres dansantes sur les murs. Le parfum entêtant de rose se mua en une odeur de terre humide et de décomposition. « Regardez-la vraiment, mon fils, » dit le père Eucre d'une voix ferme. « Regardez-la avec les yeux de la vérité. » Marcel tourna son regard vers Clarimonde et poussa un cri d'horreur. La femme sublime avait disparu, remplacée par une créature cauchemardesque. Sa peau parfaite était maintenant d'un gris cadavérique, parcouru de veines noires. Ses beaux cheveux noirs tombaient par mèches, révélant un crâne partiellement dénudé, et ses yeux verts avaient laissé place à deux orbites creuses d'où suintait un liquide noirâtre. « Ne regardez pas !» hurla la créature d'une voix devenue rauque et sépulcrale. « Vous allez tout gâcher !» Marcel lâcha le colis qui tomba au sol en se fendant. De l'intérieur s'échappa une fumée dorée qui s'éleva vers le plafond en formant des spirales hypnotiques. Dans cette vapeur, Marcel crut distinguer des visages, des dizaines de visages d'hommes, aux expressions torturées. « Les âmes », murmura le père Eucre, « toutes les âmes qu'elle a collectées au fil des siècles. » Clarimonde poussa un hurlement de rage qui fit trembler les murs de l'appartement. Les tableaux tombèrent de leurs crochets. Les chandelles s'éteignirent une à une, plongeant la pièce dans une obscurité croissante. Seule la fumée dorée continuait de briller, s'élevant inexorablement vers le ciel. « Courez !» cria le père Eucre en saisissant Marcel par le bras. « Courez et ne vous retournez jamais !» Marcel n'eut pas besoin qu'on le lui répète 2 fois. Il se rua vers la porte, suivi par les malédictions de Clarimonde, dont la voix se muait en un rugissement bestial. Derrière lui, il entendit le bruit de meubles qui se brisaient, de murs qui se lézardaient. Il dévala l'escalier 4 à 4, sans se soucier du bruit qu'il faisait. À chaque étage, l'immeuble semblait se déliter autour de lui. Les murs suintaient un liquide noirâtre. Les marches de marbre se fissuraient sous ses pieds. Une odeur de soufre et de putréfaction envahissait l'air. Au 4e étage, il croisa une procession de silhouettes encapuchonnées qui remontaient lentement vers le 5e. Elles ne lui prêtèrent aucune attention, psalmodiant une litanie dans une langue qu'il ne reconnaissait pas. Leurs visages étaient dissimulés par l'ombre de leurs capuches, mais Marcel eut l'impression troublante qu'il n'y avait rien dessous. Au 3e étage, les murs s'ornèrent soudain de portraits qui n'étaient pas là lors de sa montée.
Des hommes en costume sombre, au visage blême et aux yeux vides, qui semblaient le suivre du regard. Leur bouche s'ouvrait et se fermait silencieusement, comme s'ils tentaient de l'avertir de quelque danger. Le deuxième étage baignait maintenant dans une lumière rougeâtre qui suintait des murs eux-mêmes. Le sol était jonché de pétales de rose noire qui craquaient sous ses pieds comme des ossements brisés. Une mélodie funèbre s'élevait de nulle part, jouée par un orchestre invisible. Au premier étage, Marcel trébucha et s'étala de tout son long. En se relevant, il réalisa avec horreur que le hall d'entrée avait complètement changé. Les boîtes aux lettres avaient disparu, remplacées par des niches funéraires ornées de têtes de morts. L'unique ampoule s'était muée en un brasier qui dégageait plus d'ombre que de lumière. Il se jeta sur la porte d'entrée, mais celle-ci résista à tous ses efforts. Le bois ancien semblait avoir fusionné avec le cadre, formant une barrière infranchissable. Derrière lui, il entendait des pas qui descendaient l'escalier, lents et mesurés, accompagnés d'un rire cristallin qui glaçait le sang. Marcel appela la voix de Clarimonde, redevenue mélodieuse. « Pourquoi fuyez-vous ? Je vous ai préparé une si belle éternité. » Dans sa panique, Marcel remarqua une petite porte qu'il n'avait pas vue en entrant. Elle portait une plaque de cuivre ternie sur laquelle était gravé un seul mot : « Sortie ». Sans hésiter, il tourna la poignée et se retrouva dans une cave voûtée aux murs de pierre humide. Des torches fichées dans des anneaux de fer projetaient des ombres dansantes sur les parois. Le sol était jonché d'ossements humains, parfaitement blanchis, qui craquaient sous ses pas. Au fond de la cave, une galerie s'enfonçait dans les entrailles de la terre. Marcel n'avait pas le choix. Il s'engagea dans le tunnel, guidé par un courant d'air frais qui lui apportait l'espoir de la liberté. Les parois suintaient une eau rougeâtre qui formait de petites stalactites. Des inscriptions latines étaient gravées dans la pierre, accompagnées de symboles occultes qui semblaient pulser dans la lumière des torches. Le tunnel déboucha sur une salle circulaire, au centre de laquelle se dressait un autel de marbre noir. Des chaînes rouillées pendaient du plafond, et des taches de sombre maculent la pierre. Autour de l'autel, des dizaines de squelettes, en livrée de livreurs, gisaient dans la poussière. Marcel comprit avec horreur qu'il n'était pas le premier à avoir été attiré dans ce piège. Combien de ses prédécesseurs avaient fini ici, dans cette chambre de sacrifice? La réalisation le frappa comme une gifle. Il n'était pas un simple livreur, il était une offrande. Un rire résonna dans la salle, multiplié par l'écho jusqu'à devenir assourdissant. Clarimonde apparut derrière l'autel, mais sa forme changeait sans cesse. Tantôt la femme sublime qu'il avait rencontrée, tantôt la créature cauchemardesque qu'elle était vraiment. Parfois quelque chose entre les deux, encore plus terrifiant. « Bienvenue dans ma vraie demeure, Marcel », dit-elle en écartant les bras. « Ici, nous pourrons être unis pour l'éternité. » Marcel recula, mais ses jambes ne lui obéissaient plus. Une force invisible le tirait vers l'autel, malgré toute sa résistance. Ses pieds glissaient sur le sol, jonché d'ossements, et il sentait qu'il perdait peu à peu le contrôle de son corps. « Votre âme sera si douce », murmura Clarimonde en s'approchant. « Elle rejoindra toutes les autres dans ma collection. Vous ne souffrirez plus jamais. Vous ne connaîtrez plus jamais la peur. N'est-ce pas là un beau cadeau ?» Alors qu'il était sur le point de succomber, Marcel entendit une voix familière résonner dans la salle.
au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le père Eucre apparut dans l'embrasure du tunnel, brandissant un crucifix d'argent qui irradiait une lumière blanche aveuglante. Clarimonde poussa un hurlement de douleur et recula, sa forme se désagrégeant partiellement sous l'éclat de la croix. « Partez !» cria le prêtre à Marcel. « La galerie derrière moi mène aux égouts. Suivez-les vers l'est, ils vous ramèneront à la surface. » Marcel ne se le fit pas dire 2 fois. Il courut vers le tunnel indiqué, poursuivi par les malédictions de Clarimonde et les incantations du père Eucre. Derrière lui, une bataille surnaturelle faisait rage, illuminant les parois de la cave d'éclairs bleus et rouges. Les égouts étaient un labyrinthe puant et glissant, mais Marcel s'y enfonça sans hésiter. L'eau croupie lui montait jusqu'aux chevilles, et des rats fuyaient sur son passage en couinant. Des graffitis mystérieux ornaient les murs, traces des précédents évadés de la demeure maudite. Après ce qui lui sembla des heures d'errance, Marcel aperçut enfin une lueur au bout d'un tunnel, une bouche d'égout ouverte, encadrée par un ciel gris mais infiniment rassurant. Il grimpa l'échelle rouillée et émergea dans une rue qu'il ne reconnaissait pas. Il était dans un quartier moderne, loin du vieux centre-ville, où se dressait la rue Malpertuis. Les immeubles de verre et d'acier contrastaient violemment avec l'architecture gothique qu'il venait de fuir. Des passants en costume-cravate le regardaient bizarrement, ce coursier couvert de boue et de sueur qui titubait sur le trottoir. Marcel voulut retourner rue Malpertuis pour avertir les autorités, mais quand il donna l'adresse au chauffeur de taxi, l'homme le regarda d'un air perplexe. « Rue Malpertuis ? Jamais entendu parler, monsieur. Et ça fait 30 ans que je conduis dans cette ville. » De retour chez lui, Marcel fouilla fébrilement dans les archives de la ville. Aucune trace d'une rue Malpertuis dans les registres officiels. Pourtant, il avait travaillé pendant 15 ans pour la société 12 Dames et Fils, située précisément dans cette rue. Mais quand il appela son ancien employeur, le numéro était hors service. Aux ressources humaines de sa compagnie d'assurance, on lui affirma qu'il n'avait jamais eu d'autre employeur que la Poste, pour laquelle il travaillait depuis ses 18 ans. Son dossier ne mentionnait aucune interruption de carrière, aucun passage chez un transporteur privé. Sa fiche de paie, ses contrats, tout avait disparu ou été modifié. Marcel commença à douter de sa propre santé mentale. Avait-il rêvé cette rue, cet immeuble, cette femme terrible? Était-il en train de sombrer dans la folie? Pourtant, ses vêtements portaient encore l'odeur des égouts, et ses mains gardaient la trace de brûlures qu'il ne parvenait pas à expliquer. Les semaines passèrent, et Marcel tenta de reprendre une vie normale. Mais chaque fois qu'il devait livrer un colis à un 5e étage, un frisson incontrôlable le parcourait. Il inventait des excuses, prétextait des pannes d'ascenseur, faisait tout pour éviter ces livraisons maudites. Ses collègues commençaient à le regarder bizarrement. Un soir, en rentrant chez lui, Marcel trouva une lettre glissée sous sa porte. Une enveloppe de papier parchemin, fermée par un cachet de cire rouge. À l'intérieur, une carte de visite élégante. Père Eucre Micéron, exorciste, consultation sur rendez-vous. Au dos, une adresse griffonnée à la hâte et ces mots, si vous voulez comprendre. L'adresse menait à une petite église gothique dans le vieux quartier, un édifice que Marcel était sûr de n'avoir jamais vu auparavant. L'intérieur baignait dans une semi-obscurité dorée,
éclairée par des centaines de cierges. Des ex-voto tapissaient les murs, témoignages de guérisons miraculeuses et d'exorcismes réussis. Le père Eucre l'attendait dans une petite chapelle latérale, vêtue d'une simple soutane noire. Il paraissait plus âgé que dans le souvenir de Marcel, ses cheveux entièrement blancs, son visage marqué par de profondes rides. Mais ses yeux conservaient la même intensité, la même détermination inflexible. « Vous vous souvenez ?» dit-il simplement en voyant entrer Marcel. « C'est déjà un miracle. La plupart oublient tout ou deviennent fous. » Marcel s'assit sur un banc de bois, les jambes flageolantes. « Qu'est-ce qui m'est arrivé? Qu'était cette chose ?» Le prêtre joignit les mains devant lui, dans une attitude de prière. Une survivante de l'ancien monde, Monsieur Gribouin. Une créature qui se nourrit d'âmes humaines depuis des siècles, peut-être des millénaires. Elle a pris le nom de Clarimonde, mais son vrai nom est bien plus ancien, bien plus terrible. Comment est-ce possible? Comment peut-elle exister dans notre époque? Le père Eucre se leva et se dirigea vers un pupitre sur lequel reposait un livre épais, relié de cuir noir. Le mal est éternel, mon fils. Il prend simplement de nouvelles formes pour s'adapter aux époques. Autrefois, Clarimonde hantait les châteaux et séduisait les nobles. Aujourd'hui, elle utilise les services de livraison pour attirer ses proies. Marcel sentit un frisson lui parcourir l'échine. Les autres livreurs, ceux qui refusent de monter au 5e étage, ils savent? Inconsciemment, oui. L'instinct de survie de l'humanité est plus fort qu'on ne le croit. Mais de temps en temps, elle trouve quelqu'un comme vous, quelqu'un d'assez pur pour l'intéresser, d'assez fort pour lui résister. Le prêtre ouvrit le livre et en tourna les pages jaunies. Des illustrations étranges s'étalaient sous les yeux de Marcel. Des créatures zélées, des rituels occultes, des cercles de protection. Tout un bestiaire de l'au-delà que la science moderne avait relégué au rang de superstition. « Elle reviendra », dit le père Eucre en s'arrêtant sur une page particulière. « Tôt ou tard, elle tentera de nouveau de vous attirer. C'est pourquoi vous devez vous protéger. » Sur la page s'étalait un complexe diagramme géométrique, entouré d'inscriptions en latin et en hébreu. Des symboles étranges ponctuaient le dessin, formant un ensemble d'une beauté mathématique troublante. Au centre, une figure humaine aux bras écartés semblait danser dans un cercle de feu. « Un pentagramme de protection », expliqua le prêtre, « à porter sur vous en permanence, gravé dans de l'argent béni. Et ceci », il tendit à Marcel un petit flacon d'eau bénite. « Quelques gouttes sur le seuil de votre domicile, chaque soir. Cela devrait suffire à la tenir à distance. » Marcel prit les objets avec reconnaissance, mais une question le taraudait. « Pourquoi m'aidez-vous? Comment saviez-vous que j'étais en danger ?» Le visage du père Eucre s'assombrit. « Parce que j'ai déjà affronté Clarimonde, il y a bien longtemps, et parce qu'elle a déjà tué mon frère. » Le prêtre se dirigea vers un autre pupitre sur lequel trônait un daguerréotype dans un cadre d'argent. L'image, bien que sépia et légèrement floue, montrait un jeune homme en uniforme de facteur, souriant à l'objectif. La ressemblance avec le père Eucre était frappante. Jacques Misséron, mon frère cadet. Il travaillait pour la poste impériale en 1873. Un jour, il a reçu l'ordre de porter un pli au 5e étage du numéro 13, rue Malpertuis. On n'a retrouvé son corps que 3 jours plus tard, dans les égouts de la ville.
vidé de son sang, mais sans aucune blessure visible. Marcel déglutit péniblement. Et vous n'avez jamais pu l'arrêter. J'ai essayé, croyez-moi. Pendant 40 ans, j'ai tout tenté pour la détruire. Mais elle est immortelle, ou presque. Tout ce que je peux faire, c'est la contraindre à rester cachée, l'empêcher de faire trop de victimes d'un coup. Le prêtre referma le livre et se tourna vers Marcel. « Mais vous, mon fils, vous avez réussi quelque chose que personne n'avait fait avant vous. Vous avez brisé le colis qu'elle attendait. Cette fumée dorée que vous avez vue s'échapper, c'étaient les âmes qu'elle avait collectées. En les libérant, vous l'avez considérablement affaiblie. » « Ce n'était pas volontaire, » protesta Marcel. « J'ai eu peur et j'ai lâché le paquet, c'est tout. » Peu importe, le résultat est le même. Clarimonde devra maintenant recommencer sa collecte à 0, ce qui nous donne du temps pour nous préparer à l'affrontement final. Marcel secoua la tête vigoureusement. « Oh non, comptez-moi dehors. Je ne veux plus jamais avoir affaire à cette créature. Je vais changer de métier, déménager, disparaître s'il le faut. » Le père Eucre posa une main paternelle sur son épaule. « Mon fils, vous ne comprenez pas. En libérant ces âmes, vous vous êtes lié à elle pour l'éternité. Elle ne vous lâchera jamais. Votre seule chance de survie, c'est de l'affronter et de la vaincre définitivement. » Marcel sentit le découragement l'envahir. Comment un simple livreur pourrait-il vaincre une créature séculaire que même un prêtre expérimenté n'arrivait pas à détruire? Mais au fond de lui, une petite voix lui soufflait que le père Euchre avait raison. Il sentait déjà la présence de Clarimonde, comme une ombre froide qui planait au-dessus de sa vie. Les semaines qui suivirent confirmèrent les craintes du prêtre. Marcel commença à faire des cauchemars terrifiants, où Clarimonde l'appelait de sa voix mélodieuse. Dans ses rêves, elle apparaissait tantôt sous sa forme séduisante, tantôt comme la créature cauchemardesque qu'elle était réellement. Elle lui montrait des visions de luxure et de pouvoir, tentant de le convaincre de revenir vers elle. Durant la journée, il percevait sa présence dans les lieux les plus inattendus. Une silhouette en robe blanche aperçue au coin de l'œil, une odeur de rose blanche dans un couloir vide, le son lointain d'un rire cristallin. Clarimonde ne l'attaquait pas directement, mais elle lui faisait comprendre qu'elle était là, qu'elle l'observait, qu'elle attendait son heure. Marcel retourna voir le père Eucre, de plus en plus désespéré. Le prêtre l'accueillit dans son bureau, une petite pièce tapissée de livres anciens et d'objets religieux. Sur son bureau trônait une croix de fer noir, ornée de symboles kabbalistiques qui dégageaient une aura de pouvoir presque tangible. « Elle se manifeste de plus en plus, » dit Marcel sans préambule. « Je ne peux plus vivre normalement. Il faut que ça s'arrête. » Le père Eucre hocha gravement la tête. « J'ai consulté les anciens textes, fouillé dans les archives de l'Église. Il existe un moyen de la détruire, mais il est extrêmement dangereux. » Il sortit d'un coffre-fort un manuscrit relié de cuir rouge, si ancien que les pages se délitaient sous les doigts. L'écriture gothique était difficile à déchiffrer, mais Marcel distinguait des diagrammes complexes et des formules en latin. « Le Codex Maleficarum », murmura le prêtre avec révérence. « Le livre des malédictions. Il contient un rituel pour bannir définitivement les créatures de l'ombre vers les limbes d'où elles viennent. »
Marcel examina les pages avec un mélange de fascination et de terreur. Les illustrations représentaient des scènes d'exorcisme d'une violence inouïe. Des prêtres luttant contre des entités démoniaques, des cercles de protection brisés par des forces ténébreuses, des hommes consumés par des flammes spectrales. « Quel est le prix ?» demanda Marcel, devinant qu'un tel rituel ne pouvait être sans conséquence. Le père Eucre détourna le regard. Celui qui lance le rituel doit offrir une partie de son essence vitale pour alimenter le bannissement. La plupart du temps, il n'y survit pas. Un silence pesant s'installa dans le bureau. Marcel sentait le poids de la décision qui s'offrait à lui. Vivre dans la terreur constante de Clarimonde, ou risquer sa vie pour la détruire définitivement. Mais était-ce vraiment un choix? Que valait une existence sous la menace perpétuelle d'une créature immortelle? Il y a une autre solution, reprit le prêtre après un long moment, plus risqué encore, mais qui pourrait nous épargner le sacrifice ultime. Il tourna les pages du manuscrit jusqu'à un chapitre orné de dessins particulièrement troublants. On y voyait des hommes enchaînés à des autels, des femmes au visage de démons suçant leur sang, et au centre, une créature, androgyne, aux ailes déployées, qui semblait présider à ces rituels sanglants. Clarimonde tire sa force des âmes qu'elle a collectées au fil des siècles. Si nous parvenions à la confronter dans son sanctuaire, au moment où elle est le plus vulnérable, nous pourrions retourner sa propre magie contre elle. Marcel fronça les sourcils. Son sanctuaire? Vous voulez dire l'appartement au 5e étage? Non, plus profond, bien plus profond. L'appartement n'est qu'un leurre, une façade pour attirer les proies. Son vrai repère se trouve dans les catacombes, sous l'immeuble, là où vous avez libéré les âmes prisonnières. Le prêtre sortit d'un tiroir une carte ancienne de la ville, couverte d'annotations en rouge. Des lignes tracées à l'encre reliaient différents points, formant un pentagramme qui englobait tout le quartier historique. « Regardez », dit-il en posant le doigt sur l'intersection des lignes. L'immeuble de la rue Malpertuis est construit exactement au centre de ce pentagramme naturel. Ce n'est pas un hasard. Clarimonde a choisi cet emplacement parce qu'il concentre les énergies telluriques de la région. Marcel étudia la carte avec attention. Les autres points du pentagramme correspondaient à des lieux qu'il connaissait. La cathédrale, l'ancien cimetière, le théâtre municipal, l'hôpital psychiatrique, tous des endroits chargés d'émotions, de vie et de mort. Elle se nourrit de ses énergies, continua le père Eucre, mais c'est aussi sa faiblesse. Si nous parvenons à inverser le flux, à faire refluer ses forces vers leur source, nous pourrions la détruire. Comment? Le prêtre referma le manuscrit et le rangea soigneusement dans le coffre. En retournant dans son sanctuaire, mais cette fois préparé, avec les bonnes protections, les bons rituels, et surtout au bon moment. Quel moment? Dans 3 jours, c'est la nouvelle lune, le moment où les forces obscures sont à leur apogée, mais aussi où elles sont le plus instables. Si nous frappons à ce moment-là, nous aurons une chance de réussir. Marcel sentit son estomac se nouer. L'idée de retourner dans cet immeuble maudit lui donnait des sueurs froides, mais il savait qu'il n'avait pas le choix. C'était maintenant ou jamais. Les 3 jours suivants passèrent dans une préparation intensive. Le père Eucre initia Marcel aux rudiments de la protection occulte, lui enseignant les prières à réciter
les gestes à accomplir, les symboles à tracer. Marcel apprit à bénir l'eau, à consacrer le sel, à graver des pentagrammes de protection sur des lames d'argent. Il découvrit aussi l'arsenal secret du prêtre, des crucifix en différents métaux, chacun adapté à un type particulier de créature, des fioles d'eau bénite provenant de sources sacrées du monde entier, des sachets d'herbes protectrices cultivés dans des jardins de monastères, des parchemins couverts de formules d'exorcisme dans toutes les langues mortes. « N'oubliez jamais, lui répétait le père Eucre, notre ennemi n'est pas vraiment Clarimonde. Elle n'est que l'incarnation d'une force bien plus ancienne et plus terrible. Une entité qui existait déjà quand l'humanité balbutiait ses premiers mots. La veille de l'affrontement, Marcel eut du mal à trouver le sommeil. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il voyait le visage de Clarimonde qui lui souriait de son sourire envoûtant. Dans ses rêves, elle lui montrait des visions de ce qui l'attendait, des tortures raffinées, une agonie qui durerait l'éternité, une damnation sans espoir de rédemption. Il se réveilla en sursaut, au milieu de la nuit, le corps couvert de sueur froide. Sa chambre baignait dans une obscurité anormalement dense, comme si les ténèbres elles-mêmes s'étaient opaissies. Et dans cette obscurité, une silhouette féminine se tenait debout au pied de son lit. « Mon cher Marcel, » murmura la voix de Clarimonde, douce comme un poison. « Pourquoi vous obstinez à me résister? Je pourrais vous donner tant de plaisir. » Marcel saisit le crucifix d'argent qu'il gardait sur sa table de chevet et le brandit vers l'apparition. La silhouette recule légèrement, mais ne disparut pas complètement. Votre petit prêtre ne pourra pas vous protéger éternellement, continua-t-elle. Tôt ou tard, vous commettrez une erreur et je serai là. J'ai l'éternité devant moi, Marcel. Vous n'avez qu'une vie humaine. Marcel récita à voix haute la prière que lui avait enseignée le père Eucre. Les mots latins résonnèrent dans la chambre, et l'apparition se fit moins nette, plus floue. « Très bien, » soupira Clarimonde. « Jouons donc jusqu'au bout. Mais souvenez-vous de mes paroles quand vous serez enchaînés dans mon sanctuaire. Je vous avais offert une mort douce. » La silhouette s'évanouit, laissant derrière elle une odeur de roses fanées et de terre de cimetière. Marcel resta éveillé jusqu'au matin, le crucifix serré dans sa main, guettant le moindre signe de retour de la créature. Le jour J arriva enfin. Marcel retrouva le père Eucre dans la crypte de l'église, une salle voûtée aux murs de pierre nue où s'alignaient les tombeaux des anciens prêtres de la paroisse. Au centre de la pièce, un cercle de protection avait été tracé à la craie blanche, orné de symboles kabbalistiques et de formules en latin. « Êtes-vous prêt ?» demanda le père Eucre en vérifiant une dernière fois son équipement. Marcel hocha la tête, bien qu'il ne se sentît pas prêt du tout. Comment pouvait-on être prêt à affronter une créature immortelle dans son propre domaine? Mais il était trop tard pour reculer. Clarimonde ne lui laisserait jamais la paix tant qu'elle existerait. Ils quittèrent l'église à la tombée de la nuit, chargés de leurs instruments de guerre sainte. Le père Eucre portait un sac de cuir contenant ses livres et ses reliques, tandis que Marcel transportait un sac de toile rempli de fioles d'eau bénite et de sachets de sel consacrés. Les rues étaient étrangement désertes pour un soir ordinaire. Même les voitures semblaient éviter le quartier, comme si une force invisible détournait la circulation.
Plus il s'approchait de la rue Malpertuis, plus l'atmosphère devenait oppressante. « Elle sait que nous venons », murmura le père Euchre. « Elle prépare ses défenses. » En effet, quand ils atteignirent la rue fatidique, Marcel constata qu'elle avait complètement changé d'aspect. Les immeubles semblaient plus hauts, plus sombres, leurs façades couvertes de lierre qui n'étaient pas là lors de sa précédente visite. Les réverbères donnaient une lumière blafarde et vacillante, projetant des ombres mouvantes sur le pavé luisant d'humidité. Le numéro 13 se dressait devant eux, encore plus imposant que dans le souvenir de Marcel. L'immeuble semblait avoir grandi, ajoutant un 7e étage qui n'existait pas auparavant. Les fenêtres du 5e étage brillaient d'une lumière dorée, et Marcel crut apercevoir une silhouette féminine qui les observait depuis l'une d'elles. « Le piège est tendu, » dit le père Euchre, « mais nous aussi, nous avons nos atouts. » Il sortit de son sac une fiole d'eau bénite et en aspergua le seuil de l'immeuble. Aussitôt, la pierre se mit à grésiller, comme si on y avait versé de l'acide. Des volutes de vapeur s'élevèrent, dégageant une odeur de soufre et de chair brûlée. La porte d'entrée s'ouvrit d'elle-même avec un grincement sinistre. Le hall baignait dans une lumière rougeâtre et les murs suintaient un liquide noirâtre qui formait des motifs cabalistiques sur le sol de marbre. L'escalier s'élevait dans l'obscurité, ses marches usées brillant faiblement dans la pénombre. « Nous n'irons pas au 5e, » dit le père Euchre. « Notre destination, c'est la cave. » Il se dirigea vers la petite porte que Marcel avait empruntée lors de sa fuite. Mais cette fois, la porte était grande ouverte, révélant un escalier de pierre qui descendait dans les entrailles de la terre. Des torches brûlaient le long des parois, projetant des ombres dansantes sur les marches humides. Ils entamèrent la descente, leurs pas résonnant dans le silence sépulcral. L'air se chargeait peu à peu d'effluves étranges. Encens, rose fanée, et par-dessous tout cela, une odeur de décomposition qui prenait à la gorge. Les inscriptions latines, gravées dans les murs, semblaient bouger dans la lumière vacillante des torches. Plus ils descendaient, plus l'escalier devenait ancien. Les marches de pierre moderne cédaient la place à des degrés taillés dans le roc brut, usés par des millénaires de passage. Les parois étaient ornées de bas-reliefs représentant des scènes rituelles d'une antiquité troublante. Des prêtres encapuchonnés sacrifiant des victimes humaines, des créatures zélées recevant des offrandes de sang, des processions funèbres s'enfonçant dans les profondeurs de la terre. « Nous approchons, » murmura le père Euchre. « Restez près de moi et ne touchez à rien. » L'escalier déboucha enfin sur la salle circulaire que Marcel avait déjà vue. Mais celle-ci avait subi une transformation radicale. L'autel de marbre noir était maintenant entouré de dizaines de statues représentant Clarimonde sous toutes ses incarnations. Femme fatale de l'Antiquité, dame de l'époque médiévale, courtisane de la Renaissance, bourgeoise du XIXe siècle. Chaque statue était d'un réalisme saisissant, comme si elle avait été sculptée d'après nature. Au centre de l'autel reposait un objet que Marcel n'avait pas remarqué lors de sa précédente visite. Un miroir de métal poli, serti dans un cadre d'or rouge, orné de gemmes noires. Sa surface réfléchissait non pas l'image de ceux qui s'en approchaient, mais des scènes changeantes, d'une beauté et d'une horreur hypnotique. Le miroir des âmes
murmura le père Eucre avec révérence. « C'est là qu'elle emprisonne ses victimes. Détruisez ce miroir, et vous la détruirez. » Marcel s'avança vers l'autel, mais une voix mélodieuse l'arrêta dans son élan. « Pas si vite, mon cher Marcel. » Clarimonde apparut au sommet de l'autel, dans toute sa splendeur séductrice. Elle portait une robe de soie noire qui épousait parfaitement ses formes, et ses cheveux d'un noir de jais cascadaient sur ses épaules nues. Mais Marcel, prévenu par le père Eucre, put voir au-delà de l'illusion, la peau cadavérique, les orbites creuses, la bouche aux lèvres pourries. « Vous avez détruit mes réserves, mon tendre messager, mais vous n'avez rien compris, » dit-elle avec une douceur de piège. « Le miroir ne se détruit pas, il se retourne, et tout ce que l'on est vient y brûler comme une offrande. » Le père Eucre posa la main sur l'avant-bras de Marcel. Sa voix resta calme, presque professorale, malgré le tremblement de la lumière. « Ne l'écoute pas. Le miroir emprisonne par reflet et par nom. Si nous lui rendons son vrai nom, en plein regard, il se fermera sur elle. » Clarimonde eut un rire si clair que les statues frémirent. Les marbres prirent une teinte de chair, les yeux sculptés s'embuèrent, et des larmes noires strièrent les joues figées. Mon nom change avec les siècles, mon prêtre. On m'appela tour à tour 1000 choses. Aucun n'a jamais su prononcer le premier. Le vieux prêtre traça au sol un cercle de sel et d'eau. Il fit signe à Marcel d'y entrer et lui tendit le petit flacon. « Oins tes paupières, voilà 100 masques. N'oublie pas ce que la plaque de marbre a murmuré quand tu l'as lu à voix basse, là-haut, sur la façade fendue. » Marcel se frotta les yeux avec l'eau froide. La salle se dédoubla, puis revint, nette comme un coup de couteau. Clarimonde vacilla. Sa peau perdit son éclat. Son sourire révéla des gencives livides. Au-dessus d'elle, suspendue à la voûte comme une chauve-souris de verre, une autre silhouette se superposait, plus vaste, plus ancienne, aux ailes membraneuses, semées d'yeux aveugles. Le mot lui monta aux lèvres sans qu'il sût d'où il venait, comme si la pierre elle-même le soufflait. « Cassave, dit-il d'une voix rauque, Cassave, fille des fosses et des nuits. » Les torches se mirent à grésiller. Un vent sourd passa entre les colonnes, chargé d'une odeur de puits et de fleurs pourries. Clarimonde recula d'un pas, puis d'un autre. « Qui te l'a donné, ce lambeau de vérité, petit livreur téméraire ?»« La ville, répondit le père Eucre, et la mémoire des morts. » Il ouvrit le codex, posa la paume contre la page et commença une litanie si ancienne que les pierres l'achevèrent pour lui. Le miroir vibra, lourd comme un gong muet. Sa surface se troubla, prit la teinte de l'ambre, puis celle de la cendre. Des visages l'y passèrent à la vitesse d'un souffle. Marcel y reconnut des traits entrevus dans la fumée dorée du paquet brisé, des regards quêtant une sortie, des bouches remerciant sans voix. Parmi eux, un jeune facteur sourit avec une douceur poignante. Marcel sut que c'était Jacques Misséron. « Tourne-le vers elle, » dit le prêtre, « qu'elle se voie comme tu la vois. » Marcel s'avança, mais des filaments translucides glissèrent du plafond, l'enlacèrent aux poignets, au torse, aux chevilles. Une caresse froide, obstinée. Clarimonde n'avait plus de douceur dans l'œil, seulement une faim sèche. « Ne me vole pas mon histoire, Marcel, je t'ai choisi. Nous aurions pu régner sur la ville comme un seul parfum. » Il tira, chancela,
sentit les liens se resserrer. Le père Eucre posa sa canne, prit dans sa manche un couteau court, terne, dont la lame portait un web de gravure. « Argent béni, dit-il simplement, ne tranche pas la chair, coupera l'ombre. » Le couteau heurta les filaments. Ils éclatèrent en poussière, presque sonores. Marcel atteignit le piédestal. Le miroir était plus lourd qu'une porte de cave. Il avait l'impression de déplacer la nuit. Clarimonde venait, glissant presque sans effort, l'œil déjà plein de sa proie. « Cassave », répéta Marcel, et le nom résonna dans les nervures du cadre. « Cassave, Cassave ». Le visage de la créature se fit double, puis triple, puis 1000. Toutes ces époques superposées chantèrent à l'unisson une note qui fendit l'oreille. Marcel serra les dents et poussa de toutes ses forces. Le miroir pivota d'un souffle, offrit à Clarimonde sa propre image, sans phare ni charme, une fosse où mordaient des crocs de nuit. Alors la surface se tendit comme une peau sur l'eau. Clarimonde fit un pas de trop. Ses doigts s'y posèrent et s'y enfoncèrent comme dans une gélatine froide. Elle voulut se dégager. Trop tard. Des mains pâles, des mains de sang captif, jaillirent de la glace sombre, saisirent ses poignets, ses bras, sa gorge. Elle hurla. Les statues se brisèrent, l'autel palpita comme un cœur malade. « Ferme-la, Marcel !» cria le prêtre. « Il faut un sceau, une vie pour un verrou. » Marcel s'immobilisa. Il comprit. Le regard de Jacques, dans la profondeur ambrée, était clair comme une injonction douce. Le père Eucre posa sa paume sur le cadre, y grava du pouce, avec son propre sang, un cercle ponctué d'étoiles. « Écoute-moi, mon fils, depuis si longtemps je marche avec ce poids, je sais où va ma route. »« Non, » dit Marcel, et sa voix lui parut trop mince. « Pas ainsi. » Le vieil homme sourit, presque amusé. « Il n'y a pas d'autre fin, juste pour moi. Je ne meurs pas. Je rentre. Jacques m'attend. » Il pose le crucifix sur la lèvre du miroir. La croix fuma, puis s'illumina d'un blanc si pur que l'air devint léger. Clarimonde se débattit, griffe et ronge. Mais le chant latin déferla, chaque syllabe plantée dans la nuit comme un clou d'argent. Le père Eucre fit un pas, puis un autre, et franchit la surface avec la lenteur d'un nageur qui accepte l'eau froide. Au même instant, le miroir se contracta sur lui, comme une bouche qui se ferme, et un réseau de fissures courut sur le métal poli. « Maintenant, brise !» souffla une centaine de voix dans l'oreille de Marcel. Il leva la canne au pommeau d'argent, frappa au centre exact où l'on aurait posé une main pour prier. Le choc résonna dans la salle, comme un tonnerre de cave. La surface éclata en 1000 éclats, sans tranchants, qui s'évaporèrent avant de toucher le sol. Clarimonde poussa un dernier cri, déploya des ailes de ténèbres qui se déchirèrent coup sur coup, puis fut tirée tout entière dans un souffle qui sentait la tombe et la rose. Le silence retomba, large, neuf, presque humble. Les torches s'éteignirent d'elles-mêmes. Dans le noir, une lumière douce monta du sol. Marcel la reconnut. C'était la lueur dorée des âmes libérées. Elles passèrent auprès de lui, comme de petites comètes tièdes, touchèrent ses tempes, ses paupières, sa bouche. Il entendit des merci qui n'avaient plus besoin de mots. Jacques, très près, chuchota comme un frère que l'on salue sur un quai. Puis tout s'effaça. Quand la clarté revint, la salle était vide. Plus d'autel, plus de statues.
Seul le cadre du miroir demeurait, noir et muet, posé au sol comme un anneau veuf. Marcel le couvrit de sel, y versa les dernières gouttes du flacon et, pris d'une fatigue ancienne, remonta les degrés vers la porte basse. Le couloir semblait plus court. Les inscriptions avaient perdu leur fièvre. L'escalier débouchait sur un hall banal où vibrait une ampoule jaunâtre, au-dessus de boîtes aux lettres éraflées. La lourde porte céda sous une simple poussée. Dehors, une pluie fine lavant les pavés. La rue sentait la pierre et le pain chaud. Rien de maudit ne paraissait tenter ses façades. Marcel leva les yeux. Le numéro 13 n'était plus. À sa place, une enseigne neuve indiquait un atelier de cadre. La plaque de marbre noir avait disparu. Seule une fêlure, en zigzag au ras du sol, marquait l'ancienne cicatrice. Il marcha longtemps, sans but, jusqu'à l'aube. Chez lui, il déposa sur la table le pentagramme d'argent que le prêtre lui avait fait graver, la canne au pommeau clair et un petit objet qu'il n'avait pas senti glisser dans sa poche. C'était un médaillon ovale, vide, comme une miniature prête à peindre. Au revers, une phrase gravée avec une main ferme et un humour tranquille, pour le cas où l'ombre reviendrait. M. Il rit et pleura à la fois, longtemps, en silence. Les jours passèrent. La ville reprit son rythme. Marcel retrouva son itinéraire, ses signatures griffonnées, ses portières qui claquent et ses escaliers trop étroits. Il se surprit à monter sans trembler jusqu'au dernier palier, à sonner aux appartements perchés comme des nids. Parfois, au détour d'un couloir, une odeur de rose fanée lui montait au nez. Parfois, à l'angle d'une vitrine, la silhouette d'une femme blanche glissait dans la foule, puis s'éteignait entre deux ombres. Il portait toujours le pentagramme. Les nuits furent plus calmes. Un soir pourtant, une enveloppe de parchemin attendait sur son paillasson, cachet de cire, initiale ancienne, la même teinte que le sang quand il sèche. Dedans, rien qu'une carte où figurait la ligne d'une rue qui n'existe pas et le tracé d'un étoilement invisible. Aucun mot, aucun rendez-vous. Marcel prit le médaillon, y glissa la carte et referma le couvercle. Il posa l'objet près de la croix de fer noire et de la canne. « J'ai compris », dit-il à la pièce vide. « Je garde la porte. » Au loin, des cloches sonnèrent la nuit. Sur le rebord de la fenêtre, un souffle passa, presque un chant. Il répondit à mi-voix, sans latin, sans bravade, comme on parle à un fantôme qui a cessé d'avoir faim. « Repose, Cassave, repose. » La maison resta immobile, la ville aussi, pour un battement de cœur. Puis un rire très léger remonta des ruelles et s'éteignit dans le bruit des pneus sur l'asphalte mouillé. Marcel souffla la lampe et laissa l'obscurité se poser. Au matin, il reprit la route. Il n'y avait plus de rue Malpertuis sur ses plans, mais au milieu des adresses ordinaires, parmi les paquets sans histoire, il sut qu'il lui reviendrait d'entendre le premier frisson quand une porte s'ouvrirait sur trop de parfums. Alors il poserait une goutte d'eau au seuil, tracerait un cercle discret et veillerait, facteur de vivant, sur la paix fragile des étages. Et si, quelque nuit, une voix de miel revenait chanter au pied de son lit, il saurait répondre avec douceur et fermeté, le médaillon en main et le souvenir d'un vieux prêtre dans le cœur. La promesse tenue vaut mieux que la peur. La ville dort mieux quand quelqu'un veille. Ainsi se referma l'histoire, sans triomphe
ni panache, avec seulement le poids exact d'un nom rendu à la terre et d'un autre confié à la mémoire. Clarimonde avait perdu sa glace. Marcel, lui, avait gagné une lumière qui ne s'éteint pas.